Fidèles téléspectateurs, chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à Sport 3 de ce lundi. Comme tous les lundis d'ailleurs, nous nous retrouvons pour décrypter l'actualité sportive. Et sur ce plateau, présentateur inhabituel que je suis, je reçois Ibrahim Kabré à ma droite. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir à vous Dianda, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tri TV. Issaka Elboudo est également de la partie, c'est les deux couleurs complets. Issaka, bonsoir. Bonsoir Samy, et autant pour moi. Bonsoir Ibrahim Diada et bonsoir à tout le monde. Et puis on est très heureux de te retrouver également. Salambéré qui est toujours là, mais je crois que ce soir il n'a battu personne, tout le monde a une cravate. Bon, c'est que les cravates ont de la valeur, hein. Faut voir bouger un peu les cravates puis parler. Sinon, voilà, je salue tout le monde, je te salue et tous ceux-là qui nous regardent, bonsoir et ils seront encore servis. Bonsoir à vous et un grand bonsoir donc à Assami Thiemtouré donc qui nous suit depuis Nouadhibou, donc c'est du côté de la Mauritanie. Nous allons bien sûr le retrouver tout de suite. Comme vous le savez, il y a des sujets donc sur lesquels nous allons échanger. C'est l'entrée en liste donc des étalons juniors pour la CAN U20 qui se joue du côté de la Mauritanie. Il y a également, je dirais, la contre-performance de Salitas du côté du Gabon. Sans plus tarder, nous allons donc décrypter cette actualité après cette brève transition. Vous l'avez peut-être suivi tout comme nous, les étalons juniors sont entrés donc en matière ce soir face à la Tunisie. Match qui s'est donc soldé par un score nul et vierge de 0 but partout du côté donc de Nouadhibou. Donc un score donc qui n'arrange ni les Burkinabés ni les Tunisiens. Mais du côté donc des pays des hommes intègres ici, nous avons suivi avec intérêt parce qu'on aurait aimé bien sûr avoir les 3 points donc de ce match pour bien se lancer. Mais Issaka Elboudo, réaction chaud après donc ce match que nous avons tous suivi. Merci, effectivement, nous avons eu la primeur de suivre ce match de la deuxième journée, si je peux exprimer ici, parce que hier déjà il y a eu la première journée où le pays organisateur est rentré dans la danse, et je crois qu'il a été également surpris, battu par les Lionceaux indoctables du Cameroun. Donc nous on avait la possibilité de aller chercher cette équipe tunisienne dont on ne maîtrisait pas trop les différentes facettes. Malheureusement sur le terrain on s'est rendu compte que quand même c'est une équipe qui est très accrocheuse, aussi bien comme l'équipe burkinabé deux équipes qui sont très bien accrochées, qui malheureusement aucune d'elles n'a trouvé la possibilité, l'intelligence nécessaire de pouvoir marquer. Donc se sont séparés dans un nul familial 0-0 en espérant que dans les jours à venir, tout en n'oubliant pas qu'il y avait le deuxième match dans cette poule dont on en parle là également, mais une rentrée assez timide, mais on reviendra peut-être dans le contenu. Ça marche. Ibrahim Kabré, est-ce que au vu donc du score, l'intensité, est-ce que c'est du 50-50 parce que ça s'est soldé par 0 but partout? Non, c'était pas du 50-50. Il y a eu une domination burkinabé, mais de façon stérile, parce qu'on a eu une 60% de possession de balles, avec plus de tirs, même si l'essentiel n'était pas cadré. Et moi, je dirais pour ma part que ça a été un match insipide, manque de créativité au niveau du milieu de terrain, des attaquants en manque d'inspiration. Et le seul point positif que je peux retenir de cette rencontre, il y a quand même une organisation défensive quasi parfaite du côté des étalons. Sinon, pour l'ensemble du contenu, moi je reste quand même sur ma soif. Ibrahim Kabré reste sur sa soif à Damas Salambéré parce que il y a eu vraiment une bonne organisation défensive, mais du côté de l'attaque, ça n'a pas du tout donné. Oui, une équipe burkinabé qui a démarré comme elle a l'habitude de démarrer les compétitions. Vous vous souvenez de la compétition du tournoi UFOA B où également l'équipe a démarré avec un match nul timide aussi comme ça. C'est une équipe, je dirais, qui a un moteur peut-être diesel, qui va peut-être au fil des matchs. Mais en tout cas, je n'ai pas vu vraiment l'artiste qu'il fallait pour aller vraiment chercher les Tunisiens dans leur base qui était presque retranché, on va le dire. Je n'ai pas vraiment vu cet acteur-là qui vraiment devait donner l'impulsion de cette équipe-là, de la victoire aux étalons. Mais on dira peut-être que voilà, l'essentiel au moins c'est qu'on n'a pas perdu, on n'a pas encaissé.
En tout cas, on va peut-être essayer de recadrer les jeunes et puis pourquoi pas aller chercher les Centrafricains jeudi. Voilà, donc est-ce que déjà, est-ce que Oscar Barrow a misé sur les hommes qu'il faut? Parce que vous écoutez, vous parlez d'un déclencheur qui n'est pas. Est-ce que vous voulez toucher un peu le meneur de jeu qui n'était pas assez percutant? Très rapidement. Non, bon, contrairement par exemple au tournoi de l'UFOA-B, on avait un Fiacre Kwame qui pouvait aller vraiment titiller les Tunisiens. Malheureusement, c'est un joueur qui n'a pas pris part au stage bloqué du côté du Maroc, donc il ne pouvait vraiment pas rentrer dans le système mis en place par Oscar Barrow. Et ça se comprend. Donc, bon. Si ce joueur était venu vraiment prendre part à ce stage, peut-être qu'il aurait donné un souffle nouveau. On a vu Nathaniel Compaoré qui vraiment n'a pas vraiment brillé, hein, lui qui est du côté de la Belgique, qui n'a vraiment pas donné le souffle qu'il fallait à je vous coupe Salambéré, Issa, je reviens à vous tout de suite parce qu'il y a Assami Thiemtouré qui est en ligne. Bonsoir Assami. Bonsoir Ibrahim Danda, bonsoir à tout le monde sur le plateau et bonsoir aux téléspectateurs de Free TV. Voilà, donc nous avons suivi le match des étalons U20 face à l'Air Zobulog donc de la Tunisie, 0 but partout. À la fin du match, comment est-ce que vous avez trouvé ces étalons? Oui, Danda, il faut dire que dans l'ensemble, on a trouvé des étalons moins flamboyants que d'habitude, hein, parce qu'on sait que ces étalons juniors ont l'habitude de posséder le ballon, de montrer en tout cas de belles actions, mais dans ce match-là, franchement, on était un peu sur notre soif, hein, parce que en début de période, on les a pas du tout sentis. Ce sont des joueurs qui étaient complètement perdus dans le match, mais en seconde période, oui, on a un peu repris le niveau, on a saisi en tout cas les chances qui nous ont été offertes, même si on n'a pas scoré. Il faut dire qu'on a eu la possession du ballon, 65% de possession de ballon. Les étalons sur ce coup pouvaient en tout cas prendre le dessus sur les Tunisiens, mais il y a eu des occasions vraiment qui n'ont pas été bien concrétisées. Sinon, le Burkina Faso, on va dire que dans l'ensemble, était bien, même si on va calculer la possession et puis tout ce qu'il y a autour, je peux dire que les deux équipes étaient à égalité à la fin du match. Assami Thiemtouré, est-ce que quand vous suivez un peu ces joueurs-là, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de regret quelque part? Ils se disent peut-être qu'ils auraient pu arracher cette victoire parce qu'ils sont passés donc juste à côté. Oui, bien sûr, hein, il y a un sentiment de regret parce que l'équipe tunisienne n'est pas un faute de guerre, hein, parce que sur les 90 minutes, il n'y a pas eu une belle occasion franche de but. Donc, alors que le Burkina Faso, par contre, a eu au moins 3 actions qu'on pouvait concrétiser et malheureusement, on n'a pas eu la liquidité devant les buts. Donc, il faut dire que normalement, le Burkina Faso devrait prendre ce match-là, mais un but, et je veux dire, 0 but partout, ce n'est pas mal selon en tout cas l'entraîneur Oscar Barrow, parce que pour lui, d'entrée de jeu, on n'a pas perdu, donc ça peut aller. Il regrette également l'absence de Kwame Boutué, rappelez-vous, ce joueur-là qui a été le meilleur joueur du tournoi UFOA-B, il faut le dire, hein, qui n'a pas pu rejoindre le groupe parce que ce soir même de l'aéroport de Ouagadougou, il a pris son vol pour la France, à Ajaccio, où il doit paraître son contrat incessamment, peut-être demain ou après-demain, avant de rejoindre le groupe. Donc il faut dire que Kwame Boutué peut jouer le deuxième match comme le troisième match. Voilà, ce que en tout cas l'entraîneur nous a laissé comprendre en conférence d'avant-match. Et donc son absence en tout cas a été un handicap pour le Burkina Faso quand on sait qu'il s'est marqué. Même l'entraîneur tunisien a demandé à notre entraîneur Oscar Barrow pourquoi Kwame Boutué n'a pas joué. Donc il faut dire que c'est un joueur que tout le monde connaît, qu'il pouvait en tout cas tirer le Burkina Faso vers le haut. Voilà, Assami Thiemtouré, vous l'avez dit, beaucoup demandent où est donc passé Kwame Boutué. Est-ce que dans l'ambiance générale, est-ce que les jeunes sont prêts pour essayer d'arracher cette qualification-là avec les Centrafricains très rapidement? Oui, en tout cas dans le groupe, le moral est au beau fixe. Hein. Dans l'ensemble, il n'y a pas de problème. Et même si les automatismes ne sont pas encore là, vous avez vu Nathanayo Compaoré qui a joué la
première partie ainsi que la deuxième partie, un quart du temps. Mais voilà, il n'arrive pas à rentrer dans le moule. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué comme Yael Kienrebego, rappelez-vous à la CAN dernière qui a été le capitaine des étalons. Lui, il n'a même pas joué, il n'était même pas sur la feuille de match. Donc je me dis que le Burkina Faso a encore une réserve. C'était le gros morceau entre la Tunisie, la Namibie et la Centrafrique, c'était voilà la Tunisie. Donc si le Burkina Faso a pu tenir en échec cette équipe de la Tunisie, ça veut dire que les autres équipes, le groupe reste soudé et avec les entraînements qu'ils vont en tout cas continuer de faire ici à Nouakchott, je crois que ça peut aller. Voilà. Et entre la Namibie et la Centrafrique, c'est un match qui se joue actuellement au stade où nous sommes actuellement. Et c'est un score d'un but partout. Donc il faut dire que ces deux équipes aussi n'arrivent pas à se départager. Et dans ce pool B, dans le pool B, c'est toujours à égalité. Le Burkina Faso a beaucoup de chance. Donc dans l'effectif en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas un élément essentiel qu'on peut compter sur lui parce que Kwame, oui, il était exceptionnel, mais on sent qu'il y a un peu d'harmonie, mais les automatismes seulement, comme je l'ai dit, ils ne sont pas au beau fixe et on espère qu'au prochain match, Oscar Barrow et Amadou Sampo vont régler ce cas et pouvoir nous donner la victoire. En tout cas, une première victoire est attendue au prochain match pour essayer de se qualifier pour le prochain tour. Merci Assami Thiemtouré, merci pour toutes ces informations. Je rappelle donc déjà qu'on aura dans la réaction d'Oscar Barrow et de quelques acteurs dans cette émission. Nous allons poursuivre donc avec l'analyse de ce match. Issaka Ilboudo, vous aviez la parole. On parlait un peu déjà de l'équipe que Oscar Barrow nous a proposée ce soir. On parle de Kwame Boutou qui n'est pas là pour des raisons administratives. Il y a également Ahmed Blakis Ouattara qui avec Kwame Boutou ont fait quand même un bon duo du côté du forum. Et il y a Assami parlait donc de son absence. Est-ce que ici on peut parler un peu de coaching de Oscar Barrow? Bon, coaching c'est trop dit, mais attendre déjà ce que vous dites par rapport aux joueurs qui sont absents, cela veut dire que nous avons quand même espoir. À partir du moment où c'est des pièces de rechange assez importantes. C'est comme dans une machine quand il y a des pièces qui ne fonctionnent pas et que vous avez la possibilité d'avoir des pièces de rechange qui sont de qualité, vous pouvez toujours espérer. Donc pour moi, pour ce premier match, il n'a pas été aussi flamboyant comme on le dit, mais il n'a pas été aussi très mauvais dans l'ensemble parce que moi j'ai trouvé un peu d'équilibre quand même dans le jeu, si quand même on peut donner une palme d'or quand même à la défense qui a tenu la baraque. Dans le milieu de terrain, on a vu des garçons comme Geoffroy Bazier et Nino de Salitas qui a essayé quand même un peu à la Bertrand Traoré d'apporter un peu du rythme dans le jeu, mais c'est dans l'animation d'ensemble. Moi je ne suis pas entraîneur, mais quand je regardais un peu dans l'entrejeu, j'ai trouvé les joueurs qui étaient un peu à distance, à des distances assez éloignées. Donc il va falloir peut-être se retrouver dans des espaces et puis faire tourner le ballon, parce que la difficulté que nous avons, c'est dans la phase, dans les attaques placées. Quand je dis attaque placée, quand on a le ballon, on a du mal à construire une action jusqu'à ce que ça parte aboutir à quelque chose. Peut-être que les occasions de but viennent de façon disparate. Donc c'est là qu'il faut mettre l'accent. Si on arrive à trouver la solution dans les attaques placées, jouer dans un espace vraiment réduit, en dédoublement, faire des mouvements, je pense que normalement cette équipe même de la Tunisie, on pouvait la prendre parce qu'elle avait un peu quand même peur de nous. Elle était regroupée en arrière et dégageait des balles. En 90 minutes, elle n'a eu pratiquement aucune occasion véritable qui pouvait mettre notre équipe en difficulté. A contrario, nous en avons eu. On n'a pas bien exploité, mais j'ai dit c'était un match test. La deuxième rencontre va peut-être permettre vraiment au coach là de tirer les enseignements sur cette contre-performance entre griffes et puis bon, pourquoi pas repartir. Mais je dis, pour le peu que j'ai vu, en principe nous on a quand même notre mot à dire pour passer au second tour dans ce groupe où il y a la Namibie, la Centrafrique et la Tunisie. Ibrahim Kabri, est-ce que la Tunisie n'a pas également fait un faux jeu qui nous a empêché de jouer parce qu'ils étaient également regroupés derrière et tentaient donc les longues passes avec l'attaquant qu'on connaît bien, celui-là même qui joue déjà avec les A tunisiens. Est-ce que c'est pas également ça qui a un peu freiné un peu peut-être le plan d'Oscar Barrow et Amadou Sampo? Vous avez parfaitement raison. On en parle très peu, mais c'est une équipe qui est tactiquement en place. C'est vrai que sur le
le plan individuel, c'est pas une équipe qui a beaucoup de qualités, des valeurs qui dégagent beaucoup de qualités dans les valeurs intrinsèques même des joueurs, mais c'est une équipe dans son ensemble collectivement et qui a mis l'équipe de Burkina véritablement en danger. Issaka a parlé tantôt de certaines prises de décision au milieu du terrain de Nino Geoffrey, mais c'était parfois des actions solitaires parce qu'on le contraint à cela. Et lorsqu'il prend tout de suite la balle, vous sentez qu'il veut aller de l'avant, mais il a besoin de soutien pour faire de 1-2. Malheureusement, dans les intervalles sont tout le temps. On n'a pas senti Yves Clovis Ouédraogo par exemple. L'emplacement du milieu de terrain de la Tunisie empêchait véritablement les garçons de se retrouver au milieu des terrains. Donc si bien qu'à un moment donné, on a pensé que sauter le milieu de terrain était une solution, sauf que là derrière aussi il y a une défense tunisienne qui était suffisamment bien en place et vous avez vu une pléiade d'occasions, malheureusement sans véritable réel danger de but, et c'est là aussi la véritable identité de cette équipe tunisienne, être en difficulté mais pouvoir aussi être capable donc de conserver ses cages inviolées. Merci, nous allons donc poursuivre avec vous Salambéry, mais nous allons écouter la réaction de Oscar Barreau juste à la fin de ce match. Il se confie donc au micro de Assami Thiem Touré. Le match, il était important de ne pas le perdre. Voilà, à défaut d'une victoire, il était très important de ne pas le perdre. Eh bien, nous rentrons en compétition, c'est une compétition de longue haleine, donc il faut rester toujours dans la course. Et comme il a si bien dit, le deuxième match, il faut essayer encore de gratigner des points, de chercher une victoire. Et là, ça rassure davantage. Mais le troisième match, je pense que c'est un match sans calcul. En fonction de la physionomie, des résultats des uns et des autres, soit on va les jouer à fond pour faire une victoire. À partir de là, il n'y a plus de calcul, il faut gagner les matchs. Mais d'entre eux, si on n'a pas perdu un match, c'est un résultat sur lequel on peut s'appuyer pour continuer la compétition. Merci bien à Samy, merci pour les félicitations également. C'est vrai, c'est un premier match, on n'a pas perdu, on aurait voulu gagner. Effectivement, Fiacre est notre meilleur joueur, d'autant plus qu'il a été meilleur joueur et meilleur buteur de la phase éliminatoire au Bénin. Aujourd'hui, il n'est pas là. Il est en train de faire des formalités. Certainement, il va nous rejoindre parce qu'il a fait un contrat avec Ajaccio. Je pense qu'il doit finaliser son contrat avant d'arriver. Aujourd'hui, nous pensons que si on avait Fiacre devant, cela nous faciliterait plus le jeu, parce que nous savons les qualités de Fiacre. Je pense que mon collègue a demandé où est Fiacre tout de suite. Je pense que c'est une pièce maîtresse de l'équipe. Mais une équipe, c'est ça aussi. Quand l'un n'est pas là, les autres doivent être en mesure de le remplacer valablement. Voilà, Salambéry, nous allons ouvrir cette petite parenthèse-là. Votre adversaire qui demande après votre meilleur joueur, ça veut dire qu'il avait un plan anti-Fiacre quand tu voulais jouer avec le Burkina? Non, mais bien sûr, c'est à l'image du Chan. Lorsque nous sommes allés au Chan, tout le monde parlait de Mohamed Lamine Ouattara et en fin de compte, on livre notre premier match où il n'y a pas de Mohamed Lamine Ouattara, ce qui a vraiment donné beaucoup de facilité à l'équipe malienne qui d'ailleurs nous a battus. C'est la même chose ici. Fiacre Kwame vraiment a présenté un visage vraiment robuste du côté du Bénin lorsque nous sommes allés pour le tournoi IFOAB. Et je me dis, mais il faut pas vraiment trop s'appuyer sur lui parce que quand vous vous appuyez sur un seul individu, ça peut également créer beaucoup de choses parce qu'il n'a pas pris part au stage du côté du Maroc. Il faudra peut-être le ménager pour voir dans quelle mesure il pourra peut-être prendre part aux différents matchs qui restent vraiment dans la souplesse. Mais ce que je vais ajouter par rapport à la question que vous posez à Salambéry, ça montre déjà quand même qu'il y a une certaine respectabilité entre les coachs, parce que vous le constaterez en conférence de presse. Le football, ça reste un jeu. Après tout, c'est le fair play et on le constate. Maintenant, ce qui est important ici, ça veut dire que le monde est devenu tellement petit que tout le monde a les regards sur ses adversaires. Autrement dit, quand vous allez en compétition, normalement, vous devez être en mesure de connaître les adversaires, les éléments qui peuvent être préjudiciables ou bien qui peuvent être dangereux à votre égard. Donc c'est normal que les Tunisiens au moins arrivent à identifier un élément comme Fiacre, qu'ils le connaissent et c'est bien. Maintenant le fait qu'ils ne jouent pas, certains entraîneurs, même si Fiacre était là, Oscar Barreau et Sampo pouvaient peut-être
n'est pas utilisé même Fiacre pour pouvoir un peu brouiller peut-être, pourquoi pas, les plans de l'adversaire, parce que c'est quoi, ils vont se dire bon, voilà un attaquant de poche qui a des mouvements, on met cette stratégie. Et quand vous arrivez et que l'entraîneur a déjà vu ça et qu'il ne le fait pas jouer pour des raisons tactiques ou bien tactico-techniques, ça peut mettre aussi en déséquilibre l'adversaire. Donc l'un dans l'autre, tout est utilisable, mais il ne faut pas quand même tout miser sur lui, il faut miser sur les autres également. Vous gardez la parole pour poursuivre sur cette défense. Yves Kabré l'a dit tout de suite, c'est quand même un carton vert à donner à cette défense burkinabé, composée donc de cette charnière Moustapha, Nasser Djiga, Dao et le latéral droit encore Chité, comme ça. C'est Chadli de Majestic, je crois bien. Oui, ça a été une défense assez cohérente dans son ensemble. Elle n'a pas commis de bévues, elle est restée quand même stoïque dans les actions. Physiquement, elle a tenu. On demande à une défense d'être proactive et sur le plan physique, sur le plan de l'anticipation. Ils ont été présents. En aucun moment, ils ont commis des bévues qui pouvaient nous être préjudiciable. Est-ce qu'on peut expliquer cela par le fait que le plan offensif tunisien aussi n'a pas été à la hauteur? On nous saurait le dire, mais dans tous les cas, la défense a été l'une des zones les plus sécurisées quand même dans ce match. Et à part ça, le milieu a un peu pêché dans le jeu, d'ensemble, comme l'a dit Ibé. Nino, moi j'aimerais quand même qu'il essaie de peut-être jouer avec les autres, peut-être qu'ils vont le corriger. Sinon, la défense pour moi, elle a tenu la baraque, elle a été solide, donc c'était bien. Non, Ibrahim Kabré, il trouve que peut-être du côté Nino a semblé peut-être créer des actions individuelles. Vous l'avez souligné tantôt, s'il avait peut-être un appui du côté donc de son dossard 10, je dirais peut-être du milieu offensif qui allait peut-être faire la distribution du ballon, ça allait peut-être marcher. Il y a Tchendebego qui a joué ce rôle pendant l'UFOAB, malheureusement n'était pas sur la feuille de match. Est-ce que cela également n'a pas handicapé un peu cela? Oui, c'est possible parce que vous privez quand même d'un élément important. Yael Tchendebego, c'est quand même un leader technique de cette équipe des étalons. On a vu que l'association Jeffrey et puis Ibrahim Bansé n'a pas totalement fonctionné, et par la faute aussi d'une organisation de l'équipe adverse, il faut le dire. Et parce que quand on vous parle de la disposition tactique de cette équipe, vous remarquerez que lorsque Chadli et Dao ont tenté par moment de créer le surnombre au niveau de l'attaque, parce que Oscar Barreau s'est rendu compte à un moment donné que l'équipe tunisienne, c'est une équipe qui attend qu'il ne sort pas jouer. Donc, il avait certainement donné des instructions à ses latéraux de monter davantage. On a vu une combinaison entre Dao et puis Pierre Landry, si je m'abuse, de l'autre côté là-bas qui n'avait pas abouti. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un changement avec le dossard 7 et qui a tenté 2 incursions, c'est-à-dire qu'il a voulu prendre la défense burkinabé de compte. Donc, ce changement l'a empêché par moment nos latéraux l'a démonté, parce que les 2 incursions là ont été des véritables signaux que cette équipe tunisienne pouvait quand même être très dangereuse derrière. Et là, moi je dis que c'est un match, même si il n'y a pas eu trop de saveur, comme on l'a dit, c'est un match qui s'est véritablement joué tactiquement. On adore, sauf que là, il fallait quand même avoir des individualités qui allaient au milieu des terrains, casser les lignes à travers les dribbles, à travers les débordements. Et là, vous avez vu que Yael, comment il s'appelle, Nathanaël Compaoré, avec la percussion qu'on lui connaît, il n'a pratiquement pas existé dans ce match. Il n'y a pas eu de combinaison entre lui et puis Belem, qui n'a aussi pas existé dans ce match. Donc du coup, c'est des gens qui ont été bouffés tactiquement, et je pense que le système du coach tunisien et vice-versa, j'ai envie de dire. Je veux dire, l'équipe burkinabé a vraiment manqué un détonateur, hein. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas celui-là qui... Parce que j'ai senti que quand même... Parce que s'il y avait un détonateur, on pouvait avoir des coups de pied arrêtés. Parce que j'ai senti quand même, malgré le dispositif tactique mis en place par le coach tunisien, j'ai senti quand même une équipe tunisienne assez lourde dans la progression avec le ballon. Et peut-être ils ont mis ce système en place parce qu'ils avaient peut-être eu peur de l'attaque burkinabé qui pouvait leur causer des dégâts. Mais vraiment, s'il y avait ce détonateur-là, avec des coups francs qu'on pouvait gagner, on pouvait véritablement s'en sortir avec ne serait-ce qu'une victoire. Parce qu'on a quand même, il a dit, Ibé l'a souligné, 62% de possession. La possession peut être soit
une possession en latéral. C'est-à-dire que c'était pas une possession où on était... Comme on le suit par exemple à l'image, on a beaucoup plus gardé le ballon dans notre milieu de tir. C'est une possession latérale. C'est ça. Puis bon. Donc au finish, beaucoup de 62%, c'est beaucoup. 65%. Oui. Mais Idianda, ce qui est important à souligner, c'est au niveau des tirs cadrés. Vous allez vous remarquerez qu'on ne pouvait pas marquer aujourd'hui parce que la moyenne des tirs et la moyenne des tirs cadrés, c'est le jour et la nuit. Ok, nous allons donc écouter donc la réaction d'un autre averti du football ici au Burkina Faso. Il s'agit de M. Kamou Malo, il est l'entraîneur national des Talons A, le superviseur général donc des équipes nationales. Il est au micro de Assami Thiam-Touré. Bon, c'est vrai, c'est un match où nous sortons un peu frustrés parce que simplement les garçons se disent, et même nous qui avons assisté à la rencontre, on s'est dit qu'il y avait de la place pour aller chercher les 3 points. Alors, mais c'est un premier match, il ne faut pas se voir trop beau parce que c'est une compétition quand même telle la CAN, ce n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, je pense que l'essentiel c'était de ne pas perdre ce soir. Alors, même si nous avons vu qu'il y avait de la place pour aller chercher les 3 points. Et ça, les garçons sont conscients. Dans les vestiaires, nous avons vu leur comportement après le match. Nous avons compris, et même ils ont compris, qu'ils viennent de passer à côté de quelque chose. Alors, ce qui va en tout cas nous ouvrir, en tout cas des prochaines sorties assez vivants, où nous allons peut-être prendre beaucoup plus de risques. Voilà, parce que ça, c'est le premier match. Il fallait bien rentrer dans cette compétition-là. Je pense que c'est ce que les garçons ont fait avec beaucoup de brio, parce que l'adversaire en face ne nous a pas inquiétés. Ils ont peut-être joué sur le point fort, la taille. Alors là aussi, nous avons su donner la réplique. Alors moi, je pense que un point, c'est bon à prendre. Les garçons sont à encourager pour que les prochaines rencontres soient beaucoup plus enlevées que ça. Voilà, donc vous venez de suivre un peu la réaction du Kamou Malo qui est du côté donc de la Mauritanie pour suivre également l'évolution de cette équipe. Il dit de ne pas aussi s'enflammer parce que voilà, c'était un début et c'était également une équipe, la taille par exemple, c'était un handicap pour nous. Je ne sais pas si c'est très suffisant pour justifier cette déconvenue, parce que moi je l'appelle comme ça. Quand je vois qu'il y avait quand même de la place pour une victoire et on n'a pas joué grandement nos chances, je me dis que on ne peut pas aussi se réfugier derrière la taille des uns et des autres pour parler. C'est juste un élément. Voilà, c'est juste un élément. Ouais. Mais à côté de ça, il faut dire que cette équipe tunisienne a imposé un rythme à l'équipe burkinabé. Parce que ce qui ne se dit pas, c'est l'équipe que la Tunisie respecte beaucoup plus dans cette équipe, c'est le Burkina. Dans cette poule. Dans cette poule, c'est le Burkina. Et quand vous regardez la réaction du coach par rapport à l'absence de Boutio, Jean-Fiacre Kwame, vous vous rendez compte qu'il s'est dit que c'est un ouf de soulagement le fait de ne l'avoir pas dans le camp adverse aujourd'hui. Et ils sont venus, les Tunisiens sont venus, au regard de leur attitude, sont venus juste pour contraindre le Burkina Faso au partage de points, et c'est un plan qui a savamment marché. Et ils n'ont pas pris de risques, ils n'ont pas voulu déranger, attaquer à outrance cette équipe burkinabé. Ils sont restés comme ils sont venus. C'est un non-match de leur part, mais finalement c'est un objectif qui est atteint par cette équipe et ils peuvent s'en féliciter parce qu'ils se disent que derrière la Centrafrique et la Namibie, c'est des équipes face auxquelles on peut, voilà, en gros c'est des équipes. Oui, Issaka, c'est vrai que les Tunisiens étaient beaucoup plus à l'aise quand il s'agissait peut-être des coups de pied arrêtés, ils pouvaient s'organiser, ils avaient prévu des combinaisons et autres, que dans les phases de jeu, parce que quand ils commencent même à construire, déjà que les Burkinabés prennent, ils repartent dans le camp pour suivre un peu ce qu'il faut faire. Est-ce que cela également ne peut pas, bon c'est vrai qu'on ne peut pas pleurer aussi leur sort, mais ça peut également les compliquer la tâche parce qu'il ne faut pas négliger une équipe en cette phase de la compétition. Non, je pense que c'est juste, et puis de toute façon, la compétition, le superviseur l'a dit, ça reste quoi? Ça reste une CAN, même si ce n'est pas la CAN des seniors, c'est une CAN quand même, c'est une compétition internationale, donc il faut faire avec. Maintenant, ce que je dis, où je suis entièrement d'accord avec IB, c'est que cette équipe tunisienne fait un non-match. Parce que généralement, c'est quoi? Lorsque deux équipes, souvent on est très éblouissant devant certains matchs, lorsque les deux équipes décident de jouer véritablement, lâcher les chevaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a des espaces, il y a des espaces qui se créent, il y a des mouvements. Mais lorsque une équipe décide volontairement de ne pas jouer, il est très difficile à l'équipe qui est en face de jouer tout seul.
parce que le football, c'est une question de réplique. Vous jouez, vous ouvrez des espaces, moi aussi j'ouvre des espaces. Mais ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que l'équipe tunisienne n'a pratiquement pas voulu aller à l'abordage. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le fait de douter un peu de sa propre équipe, quand on sait que le Burkina était quand même au firmament du football africain au niveau des petites catégories? Ça fait quand même peur. On était à l'UFOAB, on était du côté du Gabon. Donc, ils se disent, c'est une équipe qu'il faut respecter. Est-ce que c'est ça qui les a amenés à jouer avec beaucoup de peur, en procédant par des contres qui n'ont absolument rien apporté sur les possibilités? Mais j'ai dit, les deuxièmes matchs vont sérieusement nous révéler les vrais visages de ces deux équipes, soit la Tunisie, soit le Burkina, dans cette poule. Nous allons écouter Ibrahim Bansé. Il c'est l'un donc des métronomes de cette équipe. Il a entre-temps même été sous la menace d'un carton rouge, mais il s'exprime donc après ce match. Vraiment, à la sortie de ce match, on est vraiment tous frustrés parce qu'il y avait vraiment de la place pour prendre les 3 points. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Mais je pense qu'on va encore travailler et essayer d'améliorer au fur et à mesure. Bon, on a manqué juste d'efficacité. Sinon, dans le jeu, c'était vraiment pas mal, vu qu'on a quasiment eu la possession de balle. Mais comme je l'ai dit, ça n'a vraiment pas été efficace devant le but. Ouais, comme je l'ai dit, il y avait vraiment de la place sur le côté parce que l'équipe adverse avait vraiment un bon gabarit dans les jeux aériens. Donc il fallait vraiment procéder sur le couloir. Mais comme j'ai dit, on a manqué d'efficacité à la finition des occasions. La deuxième sortie, c'est comment est-ce que vous pouvez chercher ce match après? Bon, on est déjà focus. Je pense que après ce résultat, on est déjà engagé et je pense que chacun de nous est vraiment conscient qu'on doit vraiment aller chercher les 3 points au deuxième match. Voilà donc les joueurs par l'entremise donc de Ibrahim Bansé qui reconnaît également qu'il y a un peu de frustration quelque part, mais ils sont déjà conscients que la suite sera peut-être difficile, mais Dianda, oui, ils vont pouvoir donc s'en sortir très rapidement. Ouais, mais il dit quelque chose qui a été déjà soulevé. Effectivement, quand vous suivez trop bien le match ce soir, l'attitude de Bansé, il faisait chaque fois aux gens de calmer le jeu, jouer en espace, parce que le mot gabarit est également ressorti. Ça veut dire que si on a commencé à balancer les balles, c'était très difficile parce que les Tunisiens c'est des gros bébés, mais physiquement ils sont au point. Ça montre également dans l'analyse de façon générale que c'est vrai que vous défendez un peu que les joueurs burkinabés ne partent pas vers le Maghreb, mais ils suivent très bien le championnat burkinabé et suivent également nos petites catégories, les observateurs et autres. On voit qu'ils avaient presque fini avec. Ils nous connaissent. Voilà, les compartiments, la plupart des joueurs burkinabés et tout, ils les connaissaient. Oui, mais bon, s'ils connaissent, ça veut dire qu'ils suivent notre championnat et que nous avons également un très bon championnat. Okay. Moi, la réaction que je voulais faire, c'était par rapport à la réaction de Bansé, qui déjà reconnaît. Moi, le point le plus important, c'est déjà de reconnaître qu'il y avait de la place pour aller chercher les 3 points. Je suis sûr qu'actuellement, les pieds grattent et on a envie vraiment de montrer au peuple burkinabé peut-être que la victoire était vraiment à la portée de main, parce que déjà reconnaître son erreur, que voilà, il y avait de la place et tout le monde le reconnaît, c'est déjà corriger par avance les erreurs qu'on a pu commettre pour ne pas engranger ces 3 points là. Et je suis sûr que, comme les autres l'ont dit, le vrai visage des deux équipes, ça va se savoir au niveau des 2 matchs le jeudi prochain, et on le saura. Jeudi sur le coup de 19h, Burkina Faso, Centrafrique. Ibrahim Cabré, qu'est-ce qu'il faut véritablement changer dans cette équipe selon vous pour qu'on puisse stabiliser le niveau pour pouvoir donc rentrer avec les 3 points? Alors, ce qu'il faut changer, c'est l'apport des latéraux. C'est-à-dire qu'il faut davantage parler aux latéraux parce que dans tous les matchs, on n'a pratiquement pas vu de centre.
Alors qu'un garçon comme Bilem, c'est un garçon quand même qui est très à l'aise dans les balles aériennes. Il n'a pratiquement pas été fourni en ballon. Donc ça fait qu'il n'a pas totalement existé dans le match. Ouais. Et à côté de ça, au milieu du terrain, il faut que des garçons comme Ibrahim Bansé et autres prennent leurs responsabilités, parce qu'à un moment donné, il faut aller provoquer les équipes adverses, chose qui n'a pas été fait ce soir. C'est Geoffrey qui tentait quelques actions solitaires, et là aussi, chaque fois qu'il a les ballons, il a tout de suite été mis gelé. Donc malheureusement, il ne s'en sortait pas. Donc ce qu'il faut davantage, c'est beaucoup de mouvements collectifs et avec l'apport des latéraux pour davantage créer le surnom. Et je pense que c'est par là que notre salut viendra. Voilà, donc il faut créer le surnom. Également, il faut travailler sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on a eu quelques corners, mais apparemment, bon, peut-être on parlera de la taille encore, mais on n'a pas pu du tout exploiter cela. Je crois que quand souvent les Ghanéens nous l'ont montré, et quand on n'est pas forcément grand de taille, il faut savoir décomposer également et savoir rentrer dans le vif du sujet. Oui, ça fait partie des aspects du football qu'il faut intégrer, parce que vous pouvez être confronté dans un système de jeu où ça ne marche pas, et on a recours à quoi? On a recours finalement aux coups de pied arrêtés, que ce soit le corner, les coups francs, et vous le constaterez beaucoup en Angleterre, quand les bacs sont fermés, c'est sur ces actions généralement que les situations se débloquent. Et là encore, il faut aller chercher, parce que c'est des combats aériens généralement avec des duels, et si vous n'êtes pas athlétiquement très bon, il faut choisir l'autre option de jouer avec peut-être de la finesse ou de l'intelligence, mais tout ça, ça se crée à l'entraînement pour pouvoir prendre à défaut l'adversaire. Sinon, ça fait partie effectivement des aspects sur lesquels il faut travailler, surtout pour le prochain match. C'est sûr que notre adversaire ne jouera pas comme forcément la Tunisie, ça va être une autre paire de matchs, et chaque match a son approche, son adaptation et sa philosophie, mais ça reste dans l'ensemble qu'il faut une chose, le dénominateur commun, c'est qu'il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait du jeu, des mouvements, surtout comme il a dit, 90 minutes sans aucun centre de la droite ni de la gauche. Je pense que à ce niveau, il faut revoir et puis bon, corriger l'entrejeu et puis donner vraiment de la percussion. Sinon la défense, elle était solide. Si elle reste comme ça, si vous n'encaissez pas, c'est déjà bien. Vous avez la possibilité de pouvoir marquer à tout moment. Adama Salambéry, vous attendez à des changements d'hommes quelque part? Oui, mais pour moi, la titularisation de Nathanaël, pour moi, c'est vraiment juste, parce que je ne suis vraiment pas sûr que c'est quelqu'un qui joue en Belgique. Au vu de ce que vraiment on le connaissait ici avec Salitas et il joue avec la réserve tout de même. La réserve, voilà. Oui. Peut-être que c'est l'adaptation avec l'équipe, le reste de l'équipe. Voilà, pas c'est encore, comme si, surtout qu'il n'a vraiment pas, la mayonnaise n'a vraiment pas pris avec. Moubarak Comparo aussi qui est là. Voilà, on pourrait peut-être essayer avec ce joueur pour voir comment est-ce qu'il faut se comporter face à la Centrafrique. Mais je voudrais dire également que au niveau offensif, il faut pas vraiment se dire non, bon, nous avons peut-être raté notre sortie et puis aller dans la précipitation. Il faudrait vraiment garder la même motivation, maintenant essayer d'impulser quelque chose de beaucoup plus rapide pour casser les lignes des défenseurs adverses pour pouvoir se frayer un chemin de but. Voilà, donc je rappelle que le prochain match des étalons juniors, c'est pour le jeudi prochain, c'est sur le coup donc de 19h. Dans l'émission de vendredi, nous aurons donc l'occasion de décrypter le second match, en espérant bien sûr qu'on aura les 3 points pour pouvoir donc être déjà qualifié, parce que je rappelle que nous avons 3 groupes. Les deux premiers sont d'office qualifiés et les deux meilleurs troisièmes. Voilà, donc déjà si on a la victoire pour le prochain match, on peut être déjà sûr d'être un meilleur troisième quelque part. On peut espérer. Voilà, comme vous aimez les calculettes peuvent déjà sortir pour déjà poursuivre. Nous allons donc poursuivre avec cette émission, avec donc la prochaine rubrique. Vu sur le net, aujourd'hui, je dirais que c'est le match de Salitas contre Bouiguigui du Gabon. Un match donc soldé par une défaite de Salitas à 0-1. C'était dimanche du côté du Gabon. Quand on a suivi un peu le match sur le net, on sentait quand même une équipe de Salitas qui aurait dû
pouvoir peut-être se tirer son épingle de jeu, malheureusement qui est revenu donc avec une défaite Ibrahim Cabré. Oui, c'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets que Salitas peut se mordre les doigts parce que toutes les conditions étaient réunies quand même pour revenir avec ne serait-ce que le point du Nil du côté du Gabon. Mais à l'arrivée, c'est une défaite. Donc, c'est une défaite que Salitas n'aurait pas dû, ne mérite pas d'ailleurs. Et maintenant, quand on rentre dans le contenu du match, c'était quand même une équipe de Salitas fébrile pour l'une des rares fois. Elle n'a véritablement pas inquiété l'adversaire. Pour une fois encore, il a manqué de créativité. Ça a été très sobre et très moyen. Quand bien même que l'équipe adverse a évolué en infériorité numérique pendant près d'une heure, Salitas a été incapable. Et là aussi, lorsqu'on a ce niveau de compétition, il faut être capable donc de capitaliser toutes les opportunités que vous avez sous la main. Et là, Salitas n'en a pas été capable et il peut s'en mordre les doigts. Adama Salambé, très rapidement, est-ce que vous restez sur votre analyse? Ah, bien sûr, oui. Bien sûr. Moi, j'avais dit que les matchs en retard de Salitas pouvaient lui être préjudiciables et ça se ressent. Je suis sûr que le match, la défaite de ce match en retard contre Royal, je crois, peut être pour quelque chose. Ça démotive. Oui. Parce que pour aller dans ce genre de compétition, il faut quand même aller très rassurant, avec beaucoup de confiance. Et dès lors que vous partez avec une défaite, ça démotive. Mais je voudrais dire que Salitas pouvait vraisemblablement essayer de corriger ce qui n'a vraiment pas marché contre Royal pour essayer Moi, je suis sûr. Bon, je l'imagine que dans la tête, le match était peut-être plié pour Salitas parce que l'équipe de Bouinguidi également craignait fort Salitas parce qu'elle se disait un peu lu la presse gabonaise qui vraiment a interrogé pas mal de dirigeants qui avaient vraiment peur de Salitas parce que Salitas a une certaine expérience au niveau de la campagne africaine et que ça allait être un peu difficile. Bon, Salitas pouvait également se rassurer de cet état de fait et se dit bon voilà, je pars au moins pour arracher une victoire, alors qu'il faut vraiment aller avec les armes nécessaires pour aller le chercher. Voilà, avant en premier mi-temps, l'équipe gabonaise réduite à 10. Malgré tout ça, Issa Kailboudo, Salitas n'a pas pu profiter pour tirer donc pour avoir ces 3 points. Conséquence, au lieu de revenir avec le match nul, on prend un but donc, sur penalty en fin de rencontre. Est-ce que cela n'est pas dû à une mauvaise, je dirais à une mauvaise analyse même de conception de l'environnement? Oui, non, c'est possible, c'est possible. C'est vrai que nous ne sommes pas les secrets des dieux, nous ne sommes pas au Gabon, mais c'est possible que vous ayez raison, que ça soit quand même une très mauvaise approche de cette rencontre sur tous les aspects. Parce que quand on regarde un peu, les conditions étaient réunies pour au moins gagner ou bien revenir avec un résultat positif. D'abord, en termes d'expérience dans les compétitions africaines, Salitas passe devant. On a déjà joué la phase de poule, on a joué des matchs, on a vu des verts et des pas mûrs par rapport à cette équipe de Bouinguidi qui est en train de faire ses armes dans cette compétition. Donc, deuxième, on joue plus de 30 minutes en supériorité numérique depuis l'exclusion du gardien gabonais. 60 minutes, autant pour moi. On ne capitalise pas. Ça veut dire quoi? Que véritablement dans cette rencontre, Salitas n'a pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir respecter son statut. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et c'est dommage parce que ce match, normalement, on devait quand même à la limite revenir le jouer aussi facile à Ouaga à 0-0 ou bien à un score, mais perdre 1 but à 0, ça reste une défaite. Une défaite n'est jamais encourageante. On ne sait jamais le match retour, ce qui peut se passer. Parce que vous pouvez avoir votre envie, votre détermination, mais si vous vous réveillez très mal le jour du match, c'est qu'on ne le souhaite pas, mais bonjour les dégâts. Donc, pour ce match aller, pour moi, comme Salambéré l'a dit, je ne pense pas que ça doit être forcément mis sur la défaite du Royal. Parce qu'une grande équipe aussi, c'est une équipe qui est capable de se régénérer, de pouvoir faire la part des compétitions. Nous sommes en championnat, on fait un match en retard, on ne gagne pas, mais est-ce que nous, cela doit... Voilà, ça devait être haute. La compétition africaine, j'ai dit, au-delà de l'aspect sportif, tout le monde doit comprendre qu'il y a un objectif final qui est à la fin,
qui est le bonus qu'il faut prendre. Il y a tout un avantage autour. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour être de motivation supplémentaire pour aller chercher? Maintenant, si les garçons n'ont pas eu cette motivation, est-ce que c'est dû peut-être au discours des coachs? Ou bien est-ce qu'on a dormi sur les lauriers, on a pensé que cette équipe, on allait aller peut-être la prendre comme une lettre qui passe à la poste, et on s'est rendu compte après que c'est compliqué, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est une équipe de Salitas qui fait une très mauvaise opération au Gabon. J'espère que dans 2 semaines, ils vont tirer les conséquences. Dans une semaine, voilà, dans une semaine. Et là encore, on ne sait pas quand est-ce que Salitas regagne Ouagadougou. Tous ces aspects-là, il faut tenir compte. Est-ce qu'ils vont rentrer demain? Est-ce qu'ils vont rentrer après-demain? C'est pas 2 semaines, c'est 1 semaine. Il faut rentrer à 2, peut-être 3 jours du match. Bon, il y a tous ces éléments-là. Donc, ils auraient dû faire l'effort de ne pas perdre ce match parce que le timing du match retour, ça va être défavorable pour les 2 équipes, mais un peu avantagé par rapport à l'autre équipe qui avait déjà gagné au match aller. Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut rapidement évacuer et puis bon, chercher à progresser. Un match qui se joue donc en aller-retour, c'est très important de toujours marquer à l'extérieur. Malheureusement, Salitas ne l'a pas fait. Pourtant, il y avait tout, je dirais, Salitas avait tous ses armes. Il y avait Olivier Boissy, il y avait les Ilias, Boubacar Baro était là. Boissy était là, Boubacar Baro, Boukar Sidiki Baro. Quand je regardais un peu, un carton rouge à la fin, ils étaient tous là. Peut-être le coach aussi n'a pas forcément. Il avait même l'embarras du choix parce que voilà, avec la blessure d'Omar Kaboré, il a essayé de faire un changement. Mais est-ce que ici, le niveau de Salitas aussi n'est pas à pointer avec un peu le coaching souvent proposé par Ladji Coulibaly et ses adjoints? Parce que d'aucuns le disent, à un certain niveau, il faut de la créativité en fonction de ce qu'on nous sert. C'est pas forcément le niveau qu'on veut. Alors, vous toussez véritablement le réel problème. Ce que j'ai du fond du cœur, c'est aussi le problème de coaching. Lui l'a relevé brièvement. Mais ici, moi je trouve, pour être un très bon entraîneur, oui, il y a 3 aspects qu'il faut prendre en compte. Il faut être un bon théoricien, il faut être un bon praticien, mais il faut être un bon meneur d'hommes. Et moi je pense que c'est sur le 3e volet que ça a beaucoup péché avec Salitas. Okay. Et d'abord Salitas s'est rentré dans ce match avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de détermination. Salitas est allé au charbon et gagnait pratiquement tous ses duels et jusqu'à aller obtenir c'est l'expulsion du gardien adverse. Oui. Et là, c'est là que la blessure de Omar Kaboré intervient. Ouais. Et lorsque Omar Kaboré est blessé, il est sorti sur civière. Il a été amené directement avec l'ambulance. Et quand j'ai vu l'attitude des joueurs, et chacun a attrapé sa tête, ça veut dire qu'il y a eu un découragement total dans ils ont cru au pire. Ils ont cru au pire au niveau des Salitas. Mais quand vous êtes coach à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remobiliser la troupe. Il faut tenir un discours qui puisse galvaniser les garçons. Et depuis la sortie de Omar, Salitas, quand bien même qu'il était en supériorité numérique, Salitas n'a pas eu la même mise sur cette équipe gabonaise. Elle a eu des actions sporadiques par moment, mais elle n'a véritablement pas inquiété cette équipe gabonaise jusqu'à ce qu'il concède ce contre. Et à un moment donné, c'est Herman Nikiama qui a pris ses responsabilités, qui a tenté un slalom au niveau de la... Et malheureusement, il perd la balle et derrière, il y a les contre-attaques. Et l'attaquant lui seul face à 3 défenseurs, donc il va arriver quand même à éliminer son vis-à-vis et rentrer à l'intérieur de la surface de réparation pour obtenir ce penalty. Et à quel moment? À la 80e minute. Donc, et moi je pense que le problème s'est situé au niveau de la blessure de Omar Kaboré. Et l'entraîneur, et quand c'est comme ça, l'adversaire a une infériorité numérique, il faut faire des changements tactiques. C'est ça. Il faut faire des changements tactiques. On ne l'a pas vu, c'est Michel Batibo qui est rentré. Voilà. Et sauf l'image de l'entrée de Batibo qu'on a vu, on n'a pratiquement plus rien vu. On n'a pas reconnu Olivier Boissy, qui est ce tracteur-là, qui est ce joueur qui amène cette équipe. Et avant la sortie de Omar Kaboré, c'est un garçon qui partait au charbon, mais après la blessure, on ne l'a plus vu. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où le garçon est blessé et que tu as senti le découragement au sein de la troupe, il fallait parler au garçon.
Et chaque arrêt de jeu était quand même une opportunité pour immobiliser les troupes. Et là, vous vous rendez compte qu'au niveau de Salitas, il y a cette sorte de dualisme entre Abbas Ouedraogo et Lagui Coulibaly, qui serait l'entraîneur principal, mais qui malheureusement n'a pas toutes les commandes en main pour pouvoir diriger cette équipe. Peut-être à analyser ce que vous dites, même le coach était découragé à un certain moment de la blessure de Omar Kaboré. Il n'avait pas la tête encore pour coacher l'équipe comme il fallait. Ce que je retiens de ce qu'il a dit, c'est vraiment le changement tactique que le coach devrait opérer lorsque l'équipe gabonaise a eu un carton rouge. Parce que un entraîneur, c'est ça, c'est savoir lire le jeu et exploiter vraiment les opportunités. Même si le coach n'arrive pas vraiment à remobiliser sa troupe pour aller chercher cette victoire, au moins le capitaine, parce que lui également c'est un meneur d'hommes, le capitaine peut également impulser cette bataille-là à ses camarades pour aller chercher la victoire. La simple phrase qui peut vraiment galvaniser, voilà, allez-y me chercher cette victoire pour Omar Kaboré qui actuellement ça peut galvaniser. Non, mais je pense on n'a vraiment pas senti je pense que l'analyse de IB est tellement juste que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça veut dire qu'à partir de la 30e minute, c'est ça, ils sont sortis du match. On appelle ça sortie carrément du match. Il faut les ramener dans le match, c'est qu'on n'a pas pu faire jusqu'à la fin. Mais je veux dire, il faut aussi faire très attention avec les équipes généralement en infériorité numérique, parce que quel que soit le discours que vous allez donner au bord de votre... Vous avez un espace limite. C'est aux acteurs qui sont sur le terrain d'utiliser aussi la faculté qu'ils ont pour pouvoir... Parce qu'une équipe qui est en infériorité numérique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se recocrivie. Elle se sent en infériorité numérique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle change tactiquement sa façon de... Hier, moi j'ai suivi un match en Ligue 1, Marseille-Bordeaux, où Marseille joue en infériorité numérique, Bordeaux-Marseille. 2 cartons rouges pour Marseille. Ils étaient à 9 contre 11. Mais je vous assure qu'on a l'impression qu'ils étaient à 11 contre 11. Et Bordeaux jouait à domicile. Donc c'est pour dire, c'est pas tout le temps un élément fondamental pour gagner un match. Les entraîneurs pensent que si je suis en supériorité numérique, si vous ne produisez pas du jeu, même si vous êtes 12 contre 8 et qu'il n'y a pas une production de jeu, on a l'impression que votre avantage numérique ne vous sert absolument à rien. Sûrement, Salitas, ça ne jouait pas. Et comme ça ne jouait pas, la supériorité numérique, on ne la sentait pas. Oui, Isaac El Boudou, avec la blessure de Omar Kaboré, il y a eu un changement poste pour poste, mais on aurait cru quand même peut-être qu'il allait peut-être renforcer beaucoup plus le milieu de terrain pour avoir le ballon, essayer de faire courir les joueurs gabonais pour essayer donc de les fatiguer, parce que c'était jusqu'à la 30e minute, il y avait presque la mi-temps terminée, la seconde mi-temps finie. Malheureusement, c'est Salitas qui s'est encore mis en difficulté. Ça montre quand même qu'il y a eu également un problème de coaching. Je suis d'accord avec vous dans le problème du coaching, mais ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que ce qui peut corriger tout ça, c'est votre mobilité dans le jeu. Si vous êtes même 15 et que vous n'êtes pas en mouvement, vous ne jouez pas, vous êtes statique. L'équipe peut être 8, mais vous ne pouvez pas la mettre en difficulté. Donc on pouvait même faire ce changement, ajouter le nombre numériquement dans le milieu de terrain, mais il faut que ces hommes que vous mettez là essaient de produire du jeu, faire des décalages, faire des mouvements. Sinon, s'ils sont statiques, parce que par rapport à ce qu'il a très bien suivi le match, l'équipe à un moment donné est sortie carrément de son match. Bon, dans la tête, on se disait plein de choses. Donc il faut forcément jouer. Sinon, j'ai dit, la supériorité numérique n'est pas toujours un élément. L'histoire nous a toujours montré que des équipes qui jouent souvent en infériorité numérique arrivent généralement à battre l'équipe qui est on voulait parler de 90 Cameroun-Argentine. Ah, ok, donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour le rappel. Cameroun a joué à 9 contre 11. Et la tête de Omambi qui a fait chuter face à l'Argentine en 90. Merci Saladori pour le cours d'histoire. On va revenir pour évoquer la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut pour peut-être renverser la tendance, parce que ce n'est pas perdu, tout n'est pas totalement perdu, ce n'est que 1-0. On peut renverser la tendance ce dimanche au stade du Catout face à cette équipe gabonaise. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme ingrédient dans ce match-là pour remporter cette victoire? Non, moi je vais vous dire que moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste pour Salitas. Je sais qu'ils en sont capables.
mais c'est une équipe qui a l'art de se mettre en difficulté tout seul. C'est du Salitas. Et même, oui, c'est du Salitas. Moi, je même le ici. dis. Même dans les situations les plus faciles, Salitas, vous ne le reconnaissez pas. Que lorsque Salitas a le dos au mur, qu'il sort ses griffes, et là, vous voyez maintenant la vraie valeur de cette équipe et les potentialités que cette équipe a à son sein. Et pour le match retour, je crois que on peut retrouver un Michel Aouba qui a quand même un apport énorme dans cette équipe, parce qu'il n'a pas, à l'image d'autres acteurs, il n'a pas existé. Il n'a pas pu faire profiter donc de ses centres à Olivier Boissy. Oui. Daniel Ouedraogo aussi a été du gâchis de l'autre côté. Au milieu du terrain, c'est vrai qu'on perd Sidiki Aboubakar Baro, mais il y a quand même des éléments de rechange à valeur pratiquement égale à ce niveau-là, donc on peut. Et Salitas, et moi je pense qu'il faut une prise de conscience collective, et moi je pense que le tour serait joué pour le match retour. Voilà, donc je crois qu'on est presque à la fin, mais très rapidement. Non, très rapidement, c'est contrairement à ce que il m'a dit, pour moi, cette année en campagne africaine, Salitas ne s'est pas vraiment à chaque fois mis en difficulté pour vraiment les deux matchs. Contre au Boissy Gold, ils sont allés faire un match nul là-bas, aller gagner l'équipe soudanaise pour venir terminer le match à la maison. Oui. Mais cette fois, c'est vrai, ils se sont mis en difficulté à l'extérieur. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui va se passer au match retour. Moi, je suis convaincu que l'équipe va s'en sortir. Voilà. Parce que les repères du stade du 4 août restent des repères que Salitas maîtrise. Merci beaucoup Issa Kaliboudo, Adama Salamberi, Ibrahim Kabré. Merci à tous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Voilà, donc pour nous avoir suivi pour cette émission Sport 3 de ce lundi. Nous allons nous retrouver vendredi prochain, tout en espérant bien sûr que nous aurons une victoire des étalons juniors du côté donc de la Mauritanie, et également une équipe de Salitas déjà en train de se préparer pour le match de dimanche. Merci à vous, bonsoir chez vous.